Les super aliments Fonio, Niébé, Moringa, Baobab. Depuis 7 ans, ZKS, Zion Kick-Off Startups, sert ses missions. Stopper la fuite des cerveaux et des compétences d'Afrique. Célébrer le génie entrepreneurial africain. Faciliter la coopération au niveau universitaire, économique, socio-culturel, technologique. Accompagner le déploiement d'investissements d'impact dans plusieurs pays d'Afrique et célébrer le génie entrepreneurial africain. L'Afrique est bien partie parce qu'elle a su observer et apprendre des erreurs des autres. Gaspillage alimentaire, surproduction, épuisement des terres, réchauffement climatique. Face aux défis démographiques, socio-économiques et environnementaux, Zion Kick-Off Startups organise la 3e édition du Salon international de l'entrepreneuriat africain sur le thème « À la découverte des aliments du futur, des systèmes d'alimentation durables ». Au programme, contribution des diasporas à des systèmes d'alimentation durable. Masterclass, table ronde, conférences, expériences culinaires. L'Afrique, le dernier grenier sain du monde, le laboratoire suisse accueilli en Afrique. Rendez-vous du 11 au 16 novembre en ligne, puis en présentiel au Palais de Beaulieu de Lausanne en Suisse. Plus d'informations sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet www.salonafriquezks.com. Nous vous attendons nombreux. N'oubliez pas, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, connectez-vous à nos sites internet www.salonafriquezks.com. www.zionkickoff.com. Venez nombreux, nous vous attendons. Et abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Ensemble pour un futur plus inclusif, bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Au programme cette semaine, lundi, super aliments. Mardi, financement. Mercredi, technologie. Jeudi, distribution énorme. Vendredi, exposition, masterclass, conférences et plus à Beaulieu. Samedi, dégustation en famille, animation musicale, pitch, etc. Success story, célébration, dîner gastronomique. Aux Comores, une entreprise nous emmène découvrir le moringa. Des investisseurs à impact du secteur agricole réunis de Suisse, du Burkina Faso et de Côte d'Ivoire nous présenteront les opportunités et défis du financement en Afrique. Vous aurez le cas pratique d'un projet financé et implémenté en République démocratique du Congo. L'Instant Chef nous proposera des recettes au poivre de Pindia, cette indication géographique protégée, la première d'Afrique. Et le pitch du jour nous proposera des solutions de gestion de classe pour les éducateurs. En 50 ans, nos habitudes alimentaires ont changé à tel point qu'elles ont bouleversé notre manière d'appréhender la nourriture.
À la base, notre nourriture est composée d'aliments contenant des protéines, des lipides, des glucides et à l'intérieur de tout ça, il y a des nutriments qui sont les vitamines, les minéraux, les acides aminés, les antioxydants, les anti-inflammatoires, les oméga 3, 6 et 9. Aujourd'hui, tous ces nutriments disparaissent petit à petit de notre alimentation et sont remplacés par des aliments remplis de produits chimiques, de conservateurs, de colorants et qui ont créé toutes sortes de maladies inconnues jusqu'ici. Pour vous aider à compenser toutes ces manques nutritionnels et à combattre efficacement les maladies de notre siècle comme le diabète, l'excès de cholestérol, l'hypertension, l'anémie, Comoros Moringa a mis à votre disposition des solutions simples, complètement naturelles, biologiques, efficaces et très accessibles par tous à partir du Moringa oleifera. Le Moringa oleifera est un arbre exceptionnel désigné par les scientifiques comme étant l'arbre de vie grâce à ses importantes vertus nutritionnelles et médicales. Le moringa est composé à lui seul de 92 nutriments dont le corps a besoin et qui n'existent plus dans notre alimentation. Comoros Moringa pense à votre bien-être, celle de votre famille, de vos amis, en vous proposant toute une gamme de produits issus de la plante, du complément alimentaire jusqu'aux cosmétiques. La poudre de moringa s'offre à toutes les personnes de la famille, du bébé à la personne âgée. Il suffit de la saupoudrer dans vos plats et boissons comme vous le feriez avec des épices. Les gélules de moringa sont un moyen rapide et facile à utiliser pour bénéficier pleinement des vertus du moringa pour les plus sensibles à l'odeur. Les infusions au moringa sont la solution idéale pour ceux qui souhaitent éviter les effets néfastes des produits à base de caféine. L'huile de moringa est bénéfique pour ceux qui ont une peau sèche, des cheveux abîmés et qui cherchent une solution 100% naturelle pour lutter contre les maladies de la peau et favoriser une poussée plus rapide des cheveux. Le savon de moringa nourrit, nettoie, hydrate, protège la peau contre l'environnement et prévient le vieillissement prématuré de la peau. La particularité de notre moringa, c'est qu'elle provient d'une plantation complètement biologique où les graines ont été semées sans rajout d'engrais ni agents chimiques. Comoros Moringa, c'est plus qu'une entreprise. En plus de créer des emplois durables, nous travaillons aussi avec des producteurs locaux, plus particulièrement des femmes, dans le but de créer de la richesse et réduire les inégalités. Nos produits permettent de lutter contre la faim, la malnutrition, les maladies chroniques et notre politique de plantation intensive du moringa permet également de lutter contre les changements climatiques et la déforestation. Avec Comoros Moringa, soyez bio, soyez sains et faites-vous du bien. Merci à tous de vous être connectés, d'avoir accepté notre invitation. J'espère que tout autant que nous sommes, nous allons très bien, chacun dans son pays d'origine actuellement, ou son pays là où il travaille. Et aujourd'hui, nous allons discuter autour d'un thème assez riche qui est la thématique du financement agricole.
dans l'écosystème africain. Et c'est cette thématique-là qui nous réunit autour de cette édition 2024 du Salon international des entrepreneurs africains, le SIEA 2024. Et nous aurons l'opportunité de discuter avec différents acteurs qui interviennent dans cet écosystème-là, qui œuvrent pour la promotion des activités agricoles en permettant aux agriculteurs, aux acteurs agricoles d'avoir accès au financement, parce que nous le savons tous, sans le financement, c'est compliqué. Et donc aujourd'hui, il y a des différentes opportunités qui existent pour les acteurs agricoles, mais qui ne sont pas forcément au courant, informés de ce qui se fait. Il y a des acteurs également qui sont sur le marché, mais qui éprouvent des difficultés d'accès à ces différentes opportunités. Et donc, autour de ce panel, nous allons essayer d'en discuter, de voir les défis et les différentes solutions que nous pourrons apporter à ce challenge-là qui nous concerne tous. Alors, encore une fois, merci et bienvenue à tous. Merci de vous être connectés. Alors, sur le panel, je serai accompagné d'éminents spécialistes, comme j'aime toujours le dire, dans la thématique. Je vais tous vous appeler, d'accord, un par un. Vous allez essayer de nous dire un petit bonjour et de voir comment est l'atmosphère là actuellement là où vous êtes. Alors, Monsieur Ali, bonjour, merci de vous être connecté depuis le Burkina. Oui, bonjour à tous, merci bien Giovanni, depuis le Burkina. Ok. Super, super. Madame Edwige Yapo, merci beaucoup de vous être connectée. Merci à vous. Depuis la Suisse. Ok, depuis la Suisse, c'est très intéressant. Monsieur Luc Etienne, merci beaucoup de vous être connecté. Merci beaucoup aussi depuis la Suisse. Donc oui, non, moi aussi je suis depuis. D'accord. Madame Marie-Hélène. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Moi, je vous parle depuis la RDC. Depuis la RDC, merci beaucoup de vous être connectés. Alors, une fois encore, je rappelle que nous allons discuter de la thématique du financement agricole. Et nous allons faire déjà un premier tour de table en demandant à tous de se présenter, de dire ce que vous faites et ce que votre organisation fait. Alors, je vais commencer par M. Ali, de nous dire depuis le Burkina, avec sa start-up, Farafina AgriFunding, comment est-ce qu'ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font et comment est-ce qu'ils arrivent à attaquer cette thématique de financement agricole. Rebonjour à tous. Merci, Monsieur Panti Giovanni. Ok, donc je suis Semboro Ali, cofondateur et directeur de Farafina AgriFunding. Alors, Farafina AgriFunding est une entreprise qui utilise beaucoup le digital pour soutenir l'agriculture, et notamment pour ce qui est de l'accès au financement et l'accès au marché. Pour l'accès au financement, donc, nous mettons en relation les agriculteurs, éleveurs, transformateurs, donc nous les mettons en relation donc avec des investisseurs qui peuvent être des institutions financières, des particuliers, et voilà. Et comme je l'ai dit, l'outil digital est vraiment au cœur donc de nos activités, à travers un mécanisme donc de financement participatif qui permet à plusieurs entités ou personnes donc de soutenir financièrement et collectivement ces PME agricoles du Burkina Faso. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Ali. C'est super ce que vous faites. Je tiens à rappeler que cette startup évolue beaucoup dans tout ce qui est le digital et contribue réellement à donner de la visibilité aux entrepreneurs agricoles ici au Burkina. La vision même, c'est d'aller partout en Afrique, si je ne vous coupe pas, Monsieur Ali. Alors, c'est bien. Merci. Nous allons enchaîner avec Monsieur Luc Etienne. Alpha Seed, parlez-nous un peu de cette organisation et comment est-ce qu'il contribue au financement agricole. Donc, Luc Etienne Andrieux, je suis le directeur d'Alpha Seeds. Nous sommes basés en Suisse depuis 2022. Nous sommes une entreprise d'investissement, mais sans but lucratif. Notre but est de déployer des fonds et d'investir, de prendre des parts dans des entreprises de l'industrie agroalimentaire en Afrique. L'idée étant de transformer des matières premières, enfin d'encourager la transformation des matières premières localement et d'ainsi créer de l'emploi, créer de la valeur, améliorer les conditions de vie aussi et de donner des débouchés pour les petits exploitants. Donc c'est ce que l'on développe avec Alpha Seeds. Merci beaucoup. Donner des débouchés pour les petits exploitants, je pense que la mission elle est très noble et encore merci d'avoir cette vision-là pour l'Afrique.
parce qu'on en a réellement besoin. Nous allons quand même évoluer pour découvrir beaucoup plus les différentes start-up, les différentes entreprises agricoles que vous accompagnez, comment est-ce qu'elles évoluent. Merci beaucoup. Alors, Madame Edwige Diapo, j'espère que vous êtes avec nous. Oui, je suis là avec vous. Moi, je suis Edwige Diapo, je suis la fondatrice et manager de l'entreprise Cher qui est basée en Côte d'Ivoire. Nous existons depuis 2011 et nous accompagnons les coopératives agricoles dans tout ce qui est solutions locales pour leur permettre de produire en qualité et de défendre leurs droits au niveau des coûts équitables ou du commerce équitable et de les soutenir aussi dans tout ce qui est initiative de développement en matière de projets sociaux. Yeah, super, très intéressant. Merci beaucoup, Madame Edwige Diapo. Nous aurons l'opportunité d'aller beaucoup plus en profondeur. Mais pour finir ce tour de table, je vais demander à Madame Marie-Hélène de nous parler de Rouge Congo et de comment cette initiative œuvre en faveur du développement agricole au Congo. Merci beaucoup. Donc, effectivement, Marie-Hélène Pingou de la direction de Rouge Congo en RDC. Donc, nous, on est une entreprise active dans la production d'huile de palme. Vous savez que l'huile de palme est très consommée en Afrique et quand elle est consommée sous sa forme brute, c'est-à-dire rouge, elle est tout à fait bien, elle s'adapte tout à fait bien dans la nourriture africaine. La RDC, qui est pourtant un pays où le palmier à l'huile est né, en fait, importe de l'huile de palme depuis maintenant plusieurs années et avec la population galopante du pays, on pense que ça va encore augmenter. C'est pourquoi on a mis en place cette production d'huile de palme, mais en commençant par dynamiser la filière de l'huile de palme et on travaille actuellement avec des petits agriculteurs et on les appuie pour mettre en place des petites palmeraies agroécologiques. Et on est soutenu, notre partenaire et fondateur, c'est justement Alphaseed. Yeah, très intéressant. Merci beaucoup, Madame Marie-Hélène. Alors, j'enchaîne en même temps avec vous, Madame Marie-Hélène, pour vous poser une question très simple, je pense, qui va introduire notre thématique, qui parle du financement agricole. Au Congo, par exemple, avec les entrepreneurs avec lesquels vous travaillez, quel est aujourd'hui l'état actuel du financement agricole au Congo? Est-ce que c'est assez développé? Est-ce que la problématique est assez évoluée? Est-ce que les entrepreneurs agricoles arrivent facilement à avoir accès au financement? Alors, je pense que la réponse ne va pas vous surprendre, mais non, pas du tout. Le prêt agricole n'existe pas encore vraiment en RDC. Les banques s'y intéressent depuis quelques années, mais dans la pratique, ça n'existe quasiment pas. Et après, on a vraiment deux problèmes. Ça veut dire que pour les banques, elle trouve difficilement des gens qui répondent à toutes les conditions qui veut s'agrandir, qui est toute petite et qui veut grandir. Vous n'avez souvent pas assez d'ancienneté et on vous donne pas les moyens de passer à l'échelle. Et puis le deuxième problème, c'est du côté des entrepreneurs, des fermes comme la nôtre, qui n'auraient pas du tout pu avoir accès à des taux d'intérêt qui sont très élevé ici en RDC, d'intérêt annuel, ce qui est absolument pas possible si on a des activités agricoles. Et par exemple, comme nous, dans Rouge Congo, notre objectif, c'est la production de l'huile de palme, mais on a d'abord tout un avant-projet qui est la production agricole. Et même comme ça, en étant une future entreprise agroalimentaire, on n'aurait pas pu lever des fonds en RDC. D'accord, merci beaucoup, Madame Marie-Hélène. Vous avez soulevé le point, non, pas du tout. Les entrepreneurs agricoles n'ont pas accès au financement. C'est un point très capital qui me tient encore. Je vais enchaîner avec Monsieur Ali. Madame Marie-Hélène vient d'enchaîner disant que les entrepreneurs au Congo ont des difficultés à avoir accès au financement. Est-ce qu'au Burkina, vous partagez le même constat? Merci. Il faut dire que c'est vraiment le même constat, sinon même pire. Au Burkina, que ce soit les petites entreprises ou les entreprises de transformation agricole d'une certaine taille, avoir du financement agricole relève vraiment d'un parcours du combattant, allant des procédures longues qui viendront trouver peut-être que vous n'avez votre besoin en financement est un peu dépassé, et aussi d'autres conditions telles que les taux d'intérêt, comme elle l'a si bien évoqué, les garanties
qui sont assez difficiles. Et vraiment, c'est assez compliqué pour nos PME agricoles d'avoir accès au financement, raison pour laquelle nous avons pensé donc à créer Farafina AgriFunding pour, disons, être en quelque sorte une alternative pour faciliter l'accès au financement de ces PME-là. Et inciter aussi, parce que derrière, c'est vrai qu'on ne peut pas travailler sans ces institutions financières-là, c'est de les amener aussi à comprendre davantage le secteur agricole, comprendre certes qu'il y a les risques, mais qu'on peut travailler ensemble à les réduire et que c'est un secteur très porteur et primordial pour donc nos pays qu'il faut soutenir. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Ali. Madame Edwige Yapo, tout à l'heure, vous parlez de l'accompagnement des coopératives agricoles dans leur projet de développement. Et qui parle de projet de développement parle forcément de fonds. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord avec le constat qui est relevé par Monsieur Ali et Madame Marie-Hélène, qu'il y a vraiment une difficulté d'accès au financement par les coopératives agricoles? Tout à fait, je partage le même avis que les deux premières personnes. Avant de parler même de financement de tout ce qui est agroalimentaire, il faut d'abord faire un tour d'horizon pour pouvoir présenter un peu le tableau ou la situation actuelle. Qui peut bénéficier d'un financement au niveau de l'Afrique? Ce n'est pas parce que nous sommes une coopérative agricole, que nous sommes propriétaires terriens, que nous menons une activité agricole, que automatiquement une banque est prête à nous accompagner ou qu'une politique de financement est prête à nous accompagner. Ça, c'est la première chose qu'il faut pouvoir définir comme remarque primordiale. Et la deuxième chose, c'est de définir quel est le rôle des banques au niveau de l'Afrique. La majeure partie de nos banques sont des banques commerciales. Elles ne vous reconnaissent que lorsque vous êtes soit une personne morale, ou soit vous avez des garanties de remboursement du prêt, ou soit elles ont un intérêt à vous accompagner. Et pour la plupart des coopératives qui vivent dans un monde qui est carrément coupé du système financier, soit parce qu'il n'y a pas une proximité de banque, elles sont à plus loin de la ville ou que leurs produits, leurs matières premières n'ont pas cette chance d'être évaluées comme étant une valeur marchande assez intéressante pour réduire les risques de remboursement, ou qu'elles ne sont pas reconnues comme étant une personne morale, soit en société coopérative ou soit en groupement d'intérêt économique. Toutes ces raisons-là font qu'elles ne peuvent déjà pas être éligibles au système de bancarisation, au système de prêt. Alors, on a remarqué que si les banques ne peuvent pas donner, il y a une naissance, une prolifération de micro-crédits. Mais ces microcrédits, comme je le dis très souvent, c'est un piège. Le taux d'intérêt, comme l'a dit tout à l'heure la dame du Congo, le taux d'intérêt est tellement élevé qu'à la fin, on se demande est-ce que c'est bénéfique de prendre un prêt auprès d'une microfinance ou un microcrédit pour vous accompagner? C'est la réelle question. La deuxième question, dans notre politique d'accompagnement, c'est de demander aux bénéficiaires de comprendre pourquoi on a besoin d'un crédit. Qu'est-ce que ce crédit vient soutenir dans notre mécanisme de planting? Si c'est les engrais, ce n'est pas la peine de prendre un prêt pour aller faire un crédit d'engrais qui est très souvent de l'engrais chimique, alors qu'il y a des techniques de production d'engrais pour pallier plus ou moins à cette issue de crédit qui va après encore venir vous rendre la vie plus difficile et ne pas vous permettre de pouvoir vivre de façon décente. De façon générale, tout comme au Congo, au Burkina Faso, la Côte d'Ivoire connaît de gros soucis de soutien financier dans le monde rural, dans le monde paysan, où l'accès au financement est difficile du fait que la proximité des banques, ce n'est pas dans toutes les zones où on peut avoir une institution financière, ça c'est une chose. Et deuxième chose, le métier en tant que paysan n'est pas valorisant, n'est pas reconnu, est un métier à risque et réduit les chances d'avoir accès
au financement. Merci. Merci beaucoup, Madame Edwige. Je pense que vous avez très bien planté le décor de cette thématique pour rappeler aussi aux agriculteurs le type de fonds ou bien de financement qu'ils doivent rechercher. Ce n'est pas la peine de trouver ou bien d'aller chercher du financement pour des situations auxquelles ils pourraient trouver d'autres alternatives. Donc, vous avez très bien planté le décor. Merci beaucoup. Je suis sur M. Luc Etienne. Avec ça m'aurait tenté de pimenter un peu le débat, mais heureusement pour M. Luc Etienne, qui a déjà, Rouge Congo, qui a déjà bénéficié de vos fonds. Mais là, nous sommes en train de parler de financement agricole et vous êtes un fonds qui permet aujourd'hui aux entrepreneurs agricoles de pouvoir passer d'un autre cap en ayant accès à un financement. Aujourd'hui, cette situation qui est déplorée déjà par le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Congo, est-ce que vous partagez le même sentiment qu'il y a un défi d'accès au financement agricole dans les pays africains? Je pense, oui, non, je rejoins tout à fait le constat. Et puis les chiffres parlent, sont assez éloquents en la matière. Selon, par exemple, une étude de la Banque africaine de développement, il y a seulement 5 à 10% des crédits bancaires en Afrique qui vont à l'agriculture, alors que l'agriculture représente plus de 30% du PIB dans la plupart en tout cas dans de nombreux pays. Donc il y a vraiment ce manque de financement, et je pense que ce que Madame Yapo a pu dire il y a un problème une question structurelle en fait entre deux mondes qui ne parlent pas le même langage et qui sont vraiment, qui sont un peu dans des mondes parallèles. Et d'un côté, le monde financier avec des attentes de retour sur investissement très élevées, voire trop élevées à mon goût, et avec des horizons de temps très courts. Face, de l'autre côté, l'agriculture qui est par définition du temps long et aussi avec des retours sur investissement et des marges qui sont relativement faibles. Donc, c'est deux mondes différents qui sont assez, voire très éloignés l'un de l'autre, surtout si on parle des petits planteurs ou des fermiers avec des petites exploitations. Et nous, avec Alpha Seeds, donc, on a partie de ce constat et de ce manque d'investissement pour ce qui est aussi appelé le missing middle, cette tranche intermédiaire où les PME n'ont pas de financement. On souhaite pouvoir prendre des participations dans des entreprises qui font de la transformation agricole, qui permettent l'accès au marché, permettent aussi l'ajout de valeur aux produits. Donc nous, on souhaite investir là et du coup intégrer ensuite après l'approvisionnement et aider parce que ça sert pas à grand chose de construire une usine si on n'a pas l'approvisionnement agricole, mais du coup aider le développement du développement agricole c'est ce que l'on fait avec Rouge Congo, et je pense que Marie-Hélène l'a déjà un petit peu évoqué, pour pouvoir avoir ensuite la valeur ajoutée et des emplois mieux rémunérés sur le continent africain. Merci beaucoup, monsieur Luc. Alors, j'enchaîne avec vous avec une question. Aujourd'hui, quels sont les défis majeurs auxquels vous vous confrontez quand les entrepreneurs viennent pour demander, pour bénéficier de vos opportunités d'investissement? Bon, pour poser la question plus simplement, qu'est-ce qui leur manque en fait aux entrepreneurs agricoles pour pouvoir avoir accès aux différents fonds qui existent? Qu'est-ce qui leur manque? Je pense, le risque avec une question comme celle-là, c'est de faire des généralités parce que chacun est quand même assez différent. Mais de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, d'une part, il y a un manque souvent de connexion, d'avoir le réseau, d'avoir de savoir à qui parler. Ça, c'est un premier aspect. Et puis l'autre aspect, c'est que aussi dans les contacts que j'ai pu avoir, il y a souvent un manque de formation au niveau du business, de comment développer un modèle d'affaires, comment communiquer sur son modèle d'affaires, parce que même si on est avec Alpha Seeds un fonds philanthropique avec une vision de développement très forte, il faut malgré tout que le modèle d'affaires tienne la route et qu'on se comprenne en fait. Et c'est vrai qu'il y a souvent, malheureusement, souvent des incompréhensions et une difficulté de ce niveau-là qui est vraiment ça peut paraître formel d'un certain côté, mais
à mon avis, c'est plus que formel parce que c'est aussi une façon de réfléchir et c'est une façon de structurer l'entreprise, une façon de la développer sur le long terme. Et ça fait 2 ans que l'on se développe, donc ça fait pas non plus très très longtemps, mais c'est ce qui a manqué dans un certain nombre de cas sur cet aspect de formation à l'entrepreneuriat, de formation au business. C'est pas le manque de volonté, c'est pas le manque de travail nécessairement. Non, c'est peut-être, pour moi, un des aspects qui manque beaucoup dans les projets. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Luc. Pour résumer un peu ce que vous avez dit, je dirais plutôt un problème de structuration du business des entrepreneurs, ce qui fait que souvent, les différentes opportunités de financement qui existent, ils ont des difficultés à avoir accès à ces fonds. Merci beaucoup, Monsieur Luc, pour ce partage d'expérience. J'enchaîne avec Madame Edwige. Madame Edwige, vous accompagnez beaucoup les agriculteurs. Sur ce que M. Luc avait dit tout à l'heure, il disait qu'il y a un problème de structuration. Est-ce que c'est le même constat que vous remarquez dans les différentes coopératives dans lesquelles vous intervenez? Parfaitement, ce que Luc vient de dire est vraiment, je peux dire, le problème fondamental, le grand défi que nous rencontrons un peu partout. Pour les coopératives que nous encadrons, nous avons 2 types de coopératives. Les coopératives exclusivement composées de coopératives orientées vers les matières premières d'exportation, café, cacao, noix de cajou, EVA, palmier à huile, parfois même le coton. Et les coopératives qu'on peut appeler maraîchers, vivriers, fruits et légumes. Et pour 80% des coopératives, même si l'OADA, c'est le système économique de tout ce qui est Afrique de l'Ouest, définit une coopérative comme étant une société, il y a les membres de la coopérative qui sont constitués plus ou moins des personnes du monde rural qui n'ont pas forcément accès à l'école ou à un niveau d'éducation élevé, font pas la part de choses entre le fait que nous sommes un groupement de paysans. Donc, notre fonctionnement, il y a une administration, mais aussi il y a une stratégie de développement, il y a une stratégie commerciale que nous devons développer pour pouvoir attirer non seulement la crédibilité de ce que nous faisons, la bonne gouvernance, la transparence, mais aussi emmener un potentiel acheteur à acheter nos produits à un prix où nous pouvons justifier de notre coût. Vous comprenez? Ce qui fait que, Luc, on se connaît. J'ai essayé de voir aussi avec le fonds AlphaSeed, ça c'est un exemple, comment est-ce que les membres de mes coopératives pouvaient bénéficier du fonds AlphaSeed en termes d'accompagnement. Beaucoup de coopératives n'ont pas de business plan. Beaucoup de coopératives ne peuvent même pas vous donner la traçabilité de 2 ou 3 années d'activité. Alors que, comme Luc Etienne l'a si bien précisé, lorsque vous venez devant un financier, il vous pose la question de savoir qu'est-ce qui prouve que si je vous fais un prêt, vous avez la capacité de me rembourser sur la base de ce que vous avez. Et pour des paysans, pour des coopératives, ce qu'on a, ça peut être la banane, ça peut être le café, ça peut être le cacao. Donc, c'est de lui dire, sur 3 ans, voici notre capacité de production. En 2021, 2022, 2023, nous avons eu tel nombre de tonnes. Et aujourd'hui, en 2024, vu qu'il y a le changement climatique, vu que le nombre de paysans a augmenté, vu que nos terres ont connu une meilleure amélioration à cause de l'engrais biologique, vu que nous avons plus de membres, ou vu que les familles sont sensibilisées à l'agroécologie, on peut aller sur une estimation de collecte de tel niveau. Ils ne peuvent pas vous donner tous ces chiffres. Ils ne peuvent pas vous donner, comme on dit, un langage statistique avec des nombres. Ils vont juste vous présenter la liste de tous leurs besoins et de tous leurs problèmes. Mais en financement, ça ne se passe pas comme ça. Donc, nous, notre rôle, c'est de voir comment est-ce qu'on peut les accompagner à travers la définition d'un plan managérial, un plan stratégique, et de plus en plus, nous définissons avec eux des résultats opérationnels sur 6 mois pour les emmener tout doucement à rentrer
dans l'éligibilité des banques ou des fonds verts, ou même pourquoi pas présenter un projet qui pourrait être éventuellement bancarisé par des personnes qui ont envie d'investir leur fortune ou des investissements personnels à leur égard. Merci. Merci beaucoup, Madame Edwige. Je rappelle que en financement, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Merci pour le rappel, Madame Edwige, et d'avoir présenté aussi de façon globale comment est-ce que les coopératives aujourd'hui ont d'énormes difficultés parce qu'ils n'ont pas une certaine traçabilité de tout ce qu'ils font comme activité. Monsieur Ali Simboro, j'enchaîne avec vous en précisant que vous accompagnez beaucoup les agriculteurs aussi à avoir accès à des fonds, que ce soit des fonds de financement participatif. Expliquez-nous de façon concrète comment est-ce que ça se fait et comment est-ce que vous arrivez à décrocher des opportunités de financement pour les acteurs agricoles. Ok, merci. Il faut dire que nous accompagnons en fait les PME, hein, que ce soit des particuliers ou des entreprises formalisées ou même des coopératives qui sont dans la production, transformation, agriculture, élevage, donc à mobiliser donc du financement. Et cela se passe à travers la plateforme de financement participatif, mais aussi avec des projets que nous soumettons directement à des institutions financières qui viennent soit en complément donc du financement participatif qui se fait sur la plateforme. Parce qu'il faut dire que pour le financement participatif qui est assez nouveau dans notre contexte du Burkina, le financement participatif n'est pas très bien connu par les différents investisseurs et même les promoteurs. Donc, nous avons fait un travail en amont pour sensibiliser à la fois les promoteurs agricoles, mais aussi donc les investisseurs. Donc, à ce stade, ce sont donc des montants modestes qui sont mobilisés. Mais pour des besoins en financement un peu plus élevés, donc nous accompagnons donc ces PME ou coopératives donc à bien structurer leur dossier de financement et à soumettre donc à des investisseurs. Comme les prédécesseurs l'ont soulevé, c'est assez difficile d'avoir des coopératives et même des PME formalisées qui ont vraiment cette structuration financière qui leur permet d'être bancables en fait, vis-à-vis donc des institutions financières. Donc, nous les accompagnons donc à monter bien ce dossier de financement, à faire le lien donc avec les institutions financières et aussi même à négocier certaines conditions donc avec ces institutions financières là, parce que derrière au fait nous les rassurons vis-à-vis donc de ce travail qui a été fait en amont pour s'assurer que c'est des promoteurs, c'est des PME, c'est des coopératives qui sont sérieux, qui sont déjà en activité, parce qu'avant même que nous n'entamons la recherche de financement pour un promoteur, que ce soit sur la plateforme ou hors de la plateforme, nous faisons des visites de sites, nous faisons des entretiens avec le promoteur et même donc ses proches pour valider le projet. Et nous travaillons avec des promoteurs qui sont déjà en activité, qui ont une expérience donc pour réduire donc ce risque-là. Et donc après toute cette étape de due diligence et que le projet est validé, maintenant nous recherchons donc le financement. Donc il y a ce facteur qui est mis en avant vis-à-vis donc des institutions financières et même des investisseurs qui sont sur la plateforme et le suivi aussi qui se fait derrière. Voilà, parce que nous ne nous contentons pas donc de mobiliser du financement juste pour un promoteur. C'est vrai que sur la plateforme, il y a moins de garanties parce que il n'y a pas de garantie financière ou garantie physique, mais c'est plutôt des garanties morales qui sont demandées. Il y a des parrains pour chaque promoteur, mais vis-à-vis des institutions financières, c'est d'autres types de garanties, donc comme des cautions solidaires et même des garanties physiques qui sont proposées. Donc, comme je disais, après, nous faisons donc ce suivi-là sur le terrain, parce que nous avons une équipe donc qui s'assure de la bonne utilisation donc du financement de façon périodique pour voir comment ça évolue. Et au-delà de cela, nous accompagnons, comme je l'ai dit, dans la commercialisation de leur production. Et même
avant même que la production ne soit prête, nous trouvons déjà des acheteurs, ce qui va faciliter donc le recouvrement par la suite. Donc, c'est vraiment un peu le principe. Et pour revenir au financement participatif, par exemple, quand un projet est mis en ligne, nous avons un délai qui va de 30 à 90 jours où des investisseurs donc se manifestent et apportent donc leur contribution. Et si à la fin des 90 jours, le besoin en financement est atteint, l'objectif de financement est atteint, donc le promoteur reçoit donc son financement. Et nous avons deux types de modèles de financement, soit par prêt, c'est-à-dire le promoteur rembourse donc avec un intérêt, mais vraiment un intérêt max de 10%, soit par préachat. Donc, il rembourse donc en nature avec une partie de sa production, ce qui est bien apprécié d'ailleurs au Burkina, parce que bon, ça permet par exemple d'avoir, pour les consommateurs, d'avoir des produits frais à de meilleurs coûts, parce que voilà, c'est aussi l'avantage de préfinancer par exemple un producteur et de recevoir donc à la fin des produits frais et à de très bons coûts. Donc, voici un peu comment Farafina AgriFunding fonctionne au Burkina. Merci. Merci beaucoup, M. Ali. Alors, je vais poser une question à Mme Marie-Hélène. Aujourd'hui, on suppose ici que vous avez atteint le Saint Graal, c'est-à-dire que vous bénéficiez d'une opportunité de financement, et c'est ce que tout entrepreneur aujourd'hui qui voudrait se développer cherche. Maintenant, dites-nous, comment est-ce que vous avez pu arriver à cette étape-là? Qu'est-ce qui a véritablement joué à votre faveur? Sans trop rentrer dans les détails, mais qu'est-ce qui a été le point culminant qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez été capable de bénéficier de ce financement-là? Et ma deuxième question, c'est de savoir comment est-ce que ça se passe, la gestion, avec plutôt la relation avec voilà, l'apporteur de capital et aujourd'hui vous qui recevez ce capital-là. Parce que généralement, les entrepreneurs aussi africains, quand on leur parle de financement, ils ont peur que leur projet soit piloté par le fonds qui les finance. C'est-à-dire ce sont des fois des remarques qui reviennent. On a peur que nos projets soient volés, on a peur qu'on n'ait plus le contrôle total de notre projet. Est-ce que c'est ce qui se passe avec vous ou est-ce que vous pourriez apporter aujourd'hui un éclaircissement par rapport à cette manière de penser aujourd'hui des entrepreneurs africains? Madame Marie-Hélène. Très bien, merci pour la parole. D'abord, peut-être juste une petite rectification. On n'a pas encore atteint le Graal. On a eu la première étape qui nous a montré le chemin vers le Graal. Le financement, c'est le début d'une nouvelle étape. Et effectivement, c'est un partenariat sur le long terme avec le financeur. Dans notre cas, Alpha Seed n'est pas uniquement un financeur. Comment est-ce qu'on a pu avoir ce financement ? On a commencé en fait déjà en 2015 des activités petit à petit à notre niveau où on a été confronté aux difficultés qui ont déjà été signalées. Ça veut dire qu'on travaille avec des gens qui sont très peu éduqués et pour lesquels faire des factures, suivre en fait tout ça, c'est extrêmement compliqué. Quand on est en fait dans la campagne ici en RDC, il n'y a pas vraiment d'entreprise, c'est tout des particuliers. Donc faire signer des reçus à des particuliers qui sont analphabètes, c'est pas dans l'habitude et c'est compliqué à mettre en place. Donc on a d'abord dû se structurer effectivement petit à petit pour arriver finalement en 2022 à commencer les discussions avec Alpha Seed. Et je pense que le fait que nous soyons quelques-uns à la tête des activités de Rouge Congo à avoir fait des études, moi j'ai fait par exemple des études de droit qui me sont utiles pour un petit peu mieux comprendre quels sont les besoins ou les demandes de Alpha Seed. Donc je pense que cette proximité d'avoir dans notre équipe des gens qui ont fait des bonnes écoles et qui du coup étaient déjà familiarisés à certains concepts qui sont fondamentaux pour pouvoir faire évoluer une entreprise, c'était vraiment important. Et d'abord pu investir par nous-mêmes pendant quelques années. La relation avec Alpha Seed, c'est pas du tout que un financement. Quand on a une petite entreprise africaine, on a déjà franchi
entreprise agricole africaine, on a déjà franchi quelques étapes, mais maintenant on passe à l'échelle. On veut travailler avec quelques centaines d'agriculteurs. On veut aussi apporter, disséminer les pratiques agroécologiques qu'on veut faire. Donc notre projet, il est rentable, mais il a beaucoup d'aspects sociaux. Et notre projet, il est très implanté sur le terrain, mais pour avoir ces financements, on a besoin aussi d'une vision de l'extérieur. Et Alphacide a mis pour nous comme un conseil qui est là et qui nous suit vraiment régulièrement pour pouvoir s'assurer qu'on n'a pas d'angle mort dans notre gestion de la ferme ici. Donc je pense que c'est très important dans les investissements dans l'agroalimentaire en Afrique que les gens qui investissent ne sachent, parce qu'ils vont sûrement devoir avoir une relation sur un aspect vraiment de conseil, d'échange pour pouvoir en fait faire bénéficier à l'entrepreneur africain de connaissances financières et autres ou de gestion que peut avoir le fonds d'investissement. Merci beaucoup, Madame Hélène, pour ce éclaircissement. Ça a été très bref, mais quand même, je retiens l'apport qu'apporte Alphacide au niveau de toute la gestion de tout ce qui se fait au niveau de Rouge Congo. Merci beaucoup pour les éclaircissements. Alors, j'ai une question très capitale parce que ça rentre aussi en ligne de compte de ce 3e salon international de l'entrepreneuriat africain. C'est de savoir aujourd'hui, je rappelle que c'est un tour de table, chacun a tout développé, prendre la parole. Aujourd'hui, quel est le rôle de la diaspora dans les financements agricoles en Afrique? Donc, je commence par Madame Edwige. Alors, moi, si je veux partir sur un cas très pratique pour ne pas donner des réponses comme ça qui ne rentrent pas dans le contexte véritable de mon pays, par exemple en Côte d'Ivoire, la diaspora a un rôle très important à jouer à plusieurs niveaux. On va essayer de partir du niveau le plus important au moins important. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons hérité des cultures qu'on appelle des cultures du colon en griffe. Et les cultures du colon, c'est quoi? C'est le café, le cacao, le coton, la canne à sucre, qui sont des cultures qui datent depuis les années 1812. Et ce sont également ces cultures qui permettent à la Côte d'Ivoire d'avoir vraiment son PIB impacté par l'agriculture. L'agriculture donne à l'économie de la Côte d'Ivoire plus de 46% de ses recettes d'exportation. Donc, la diaspora ivoirienne devrait améliorer les conditions de travail des agriculteurs en leur permettant d'acquérir des investissements en équipement. Depuis 1812, c'est la même machette, c'est la même botte dans le cacao, dans le café, dans le coton, dans la canne à sucre. Et le plus grand défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de relais en termes d'héritage du métier du paysan. L'enfant du paysan voit sa condition comme une malédiction parce que c'est la pauvreté de génération en génération. C'est ce paradoxe qu'il faut pouvoir changer en étant de la diaspora. Comment apporter les équipements agricoles pour améliorer ce travail et le rendre beaucoup plus rentable? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de faire un peu comme Ali au niveau du Burkina. Qu'est-ce que nous pouvons apporter comme contribution de financement participatif en tenant compte du programme national d'innovation agricole? Parce que dans mon pays, au moins en Côte d'Ivoire, nous avons un plan qui est le plan national d'innovation agricole qu'on appelle le PNUA 2. Et dans ce plan national, il y a des grandes décisions où il y a des stratégies agricoles qui ont été définies pour améliorer les conditions de vie des paysans, mais surtout pour créer une autosuffisance alimentaire au niveau du pays et pour rendre l'agriculture noble. Comment est-ce que nous pouvons soutenir ce plan, ce projet national à travers les financements, à travers des débouchés, à travers l'industrialisation, à travers l'agro-industrie? Et troisième élément,
Je dis, c'est bien beau de dire, bon, je suis en Suisse, c'est bien, on ne trouve pas la ticket, on ne trouve pas l'huile rouge, on ne trouve pas ceci, on ne trouve pas cela. Est-ce que nous pouvons exporter de la Côte d'Ivoire vers la Suisse? Mais les conditions d'exportation, très souvent vers les pays européens, reviennent plus chères que approvisionner le marché sous-régional. Au même titre que l'Union européenne vote les lois de, je ne sais pas, libre circulation des biens, libre circulation des personnes, ces lois-là existent dans les communautés des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous pouvons développer un réseau fort de la diaspora et soutenir une agriculture locale qui permet d'équilibrer l'autosuffisance alimentaire des membres de ces États. Le gari qui se fait au Bénin ou au Togo, qu'il n'y a pas forcément en Côte d'Ivoire, peut circuler librement. La tchéké qui se fait en Côte d'Ivoire peut partir facilement au Burkina Faso. Le fonio qui se fait au Burkina, au Sénégal, peut approvisionner la Sierra Leone, le Ghana. Et entre nous, nous allons pouvoir équilibrer ce que j'appelle le grenier alimentaire de la CEDEAO. Non seulement en termes de taxes d'exportation, ça va nous revenir très moins cher, en termes d'équilibre et de réduction de gap d'autosuffisance alimentaire, on va pouvoir nourrir nos seniors, nos enfants et nous-mêmes, et ça va créer un marché sous-régional qui nous permettra de pouvoir faire face à nos besoins alimentaires. Lorsqu'on parle de financement de l'agroalimentaire, c'est d'abord de vérifier qu'est-ce que nous pouvons mettre comme élément additionnel pour pouvoir répondre à la sécurité alimentaire. Ce n'est pas forcément que d'avoir le gain, avoir de l'argent, parce que si aujourd'hui je bénéficie d'une industrie, je peux produire mieux, je peux produire plus, je peux me faire de l'argent. Pas forcément que ça. Mais je peux produire plus pour répondre aux besoins locaux. Je peux produire plus parce que ça rentre dans les exigences des facteurs de l'agroécologie. Comment est-ce que j'aménage mon écosystème que j'ai pour pouvoir donner plus de visibilité à la production agricole que je développe et ainsi de suite. Et surtout, comment je développe le secteur de l'agriculture pour le rendre plus attrayant. Le souci que nous rencontrons en Côte d'Ivoire, plus les jeunes ont accès à l'éducation, moins les jeunes sont intéressés par le monde rural. Plus les jeunes découvrent la ville, comme on le dit dans le langage courant, ou découvrent l'attrait de la ville, moins ils veulent rester au village. Donc le village se vide de ses mains valides et les vieux qui ne peuvent plus continuer à faire le travail du champ, qui ne peuvent plus entretenir le champ, comment ceux-là peuvent avoir un financement même s'ils ont la volonté de continuer? Voici la grande question pour moi. Donc la diaspora devrait être à mesure de pouvoir apporter des solutions efficaces, pragmatiques pour des résultats opérationnels chaque année. Si cette année, on décide de dire, bon, écoutez, nous allons essayer de vous envoyer à partir d'un fonds ou bien d'un financement participatif transparent, parce que c'est aussi ça, un fonds participatif transparent, les équipements d'investissement pour améliorer la production, par exemple, du café, du cacao. Ça va permettre aux paysans d'avoir une valeur ajoutée dans sa technique de production. Si nous devons vous apporter les équipements de transformation qui permettront de transformer le manioc avec tout ce qu'il y a comme économie circulaire dans le manioc, la peau du manioc peut devenir de l'alimentation pour le bétail, l'eau du manioc qu'on verse qui traîne peut devenir du biogaz, les déchets du manioc, on peut utiliser l'amidon du manioc dans l'industrie. Vous allez voir que les produits ne vont pas être considérés seulement que pour l'alimentation, mais ça va commencer à toucher des secteurs industriels plus valorisants qui vont avoir un impact de plus-value dans le quotidien des gens. Et là, les banques vont commencer à s'intéresser à l'agriculture.
Aucune institution financière, excusez-moi, n'est désintéressée lorsqu'il y a l'appât de l'argent. Mais quand on ne peut pas présenter les atouts de l'agriculture, bon, les banques ne sont pas nos copains. Eux, c'est le financement, c'est le cash qui les intéresse. Je préfère m'arrêter là pour l'instant. Merci. Merci beaucoup, Madame Edwige. Je pense que cette question, vous l'attendiez impatiemment parce que c'est un développement assez clair et qui a permis de vraiment mettre un cadre assez juste par rapport au rôle de la diaspora dans le financement agricole en Afrique. J'enchaîne avec M. Luc Etienne. Aujourd'hui, quel est le rôle de la diaspora dans le financement agricole en Afrique, selon votre expérience? Je pense qu'il y a un rôle important, alors, à la fois d'un point de vue financement, mais aussi d'un point de vue transfert de compétences, comme on parlait tout à l'heure aussi au niveau formation. Quand je préparais notre discussion, je regardais un petit peu quelques statistiques et quelque chose qui m'a frappé, c'était le fait que les transferts de fonds de la diaspora représentent environ, de ce que j'ai trouvé comme information, 95 milliards de dollars par an, et ce qui est au-delà de l'aide internationale, alors qui est autour des 60 milliards, c'était 62 milliards en 2021 par exemple. Donc c'est clairement, il y a un impact, clairement il y a en tout cas des fonds qui sont là, et il me semble, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que ces fonds sont petit à petit moins utilisés simplement à aider ponctuellement à la consommation, mais plus à financer des projets, à financer des entreprises, et je pense que c'est là où il peut réellement y avoir un impact transformationnel sur le long terme, d'aider, enfin, et ça marche pour tout, de sortir d'une forme d'assistanat ou de don à passer à de l'investissement, et puis pour justement créer de la valeur, quelque chose qui soit périn aussi d'un point de vue financier. Donc je pense qu'il y a un réel rôle, que ce soit à la fois pour les compétences, pour les financements, et pour des personnes comme nous chez Alphacid, c'est aussi grâce à la diaspora aussi qu'on peut rencontrer des entrepreneurs locaux. Je pense qu'il y a un rôle aussi pour faire le lien entre des compétences, de l'énergie de personnes localement, et notamment au niveau on parlait de cette question de comment assurer l'avenir de l'agriculture en Afrique et faire en sorte que les jeunes soient intéressés par ces métiers-là. C'est aussi en offrant et en faisant en sorte que le secteur agricole change un peu d'image, intégrer le fait que on peut gagner correctement sa vie si on va au-delà de la production vivrière, mais qu'on commence à ajouter de la valeur, transformer les produits localement, comme on parlait pour la sous-région, pour tous ces marchés qui existent, et à intégrer des aspects technologiques aussi, d'innovation qu'il peut y avoir par les outils digitaux notamment, et puis tout cela qui peut rendre le travail d'une manière plus efficace, moins pénible, et aussi plus rémunérateur. Je pense qu'il y a ces différents niveaux qui se mélangent. Merci beaucoup, M. Luc Etienne. Je retiens qu'au-delà de l'aspect financement, il y a un défi aussi de transfert de compétences, de formation, qu'il faudrait que la diaspora aussi aide les entrepreneurs locaux à pouvoir relever. Merci beaucoup, M. Luc. Alors, je vais faire la paire, je vais enchaîner avec Mme Marie-Hélène en posant la même question. Quel est aujourd'hui le rôle de la diaspora dans ce défi de financement agricole? Alors, je rejoins ce qui a déjà été dit avant. Je pense que en RDC, en tout cas, c'est le rêve de beaucoup de gens de la diaspora de pouvoir profiter de toutes ces terres arables que offre la RDC. Et certains se cassent un petit peu les dents parce que c'est pas si facile de revenir au pays et de pouvoir mettre en place une ferme, surtout si on n'y vit pas au début directement dans la campagne. Et ça peut être difficile de s'installer à la campagne si on vient de la diaspora. Donc, je pense que l'intérêt, un des grands intérêts, un des grands impacts que peut avoir la diaspora, en plus de ce qui a déjà été dit, c'est le lien entre
les fermiers, entre les agriculteurs et les villageois, et puis le monde peut-être du financement, une vision un peu différente, et que c'est vraiment ce partage, ces échanges, ces synergies qui sont intéressantes. Merci beaucoup, Madame Marie-Hélène. Je finis avec Monsieur Ali. Monsieur Ali, sur la même question, que pensez-vous aujourd'hui que peut faire la diaspora pour résoudre ce défi de financement agricole? Ok, merci. Je pense que les prédécesseurs ont déjà dit beaucoup de choses, mais ce que je pense, c'est que la diaspora, en tout cas, contribue déjà au financement de l'agriculture, au développement de l'agriculture, mais elle doit contribuer mieux, ou du moins, elle peut contribuer mieux. Pour dire qu'elle contribue déjà, par exemple, avec notre plateforme Farafina AgriFunding, 60% du volume de financement, en fait, vient de la diaspora. La Côte d'Ivoire, l'Occident, et ils sont vraiment fiers, au fait, de contribuer et avec des sommes assez intéressantes. Et ça, c'est quelque chose à encourager, peut-être parce que ils ont plus ou moins une connaissance de ce que c'est que le financement participatif, mais ils sont vraiment intéressés. Au-delà donc de ça, à titre personnel, je connais beaucoup de la diaspora qui ont essayé donc d'accompagner soit leurs propres frères, soit d'investir même à travers des fermes sur leur propre compte. Maintenant, quand je disais il peut mieux investir, mieux organiser, c'est vraiment de ne pas investir dans les mêmes secteurs que ceux qui sont au pays font déjà. On vient de la diaspora, on part, on fait une ferme de volailles ou ce qui est déjà fait. Il n'y a pas de valeur ajoutée en ce moment. Alors que le besoin de l'agriculture, il y a d'autres besoins au niveau, par exemple, de la transformation, au niveau aussi de la logistique, parce qu'on a vraiment un besoin des problèmes de logistique. Et c'est cette valeur ajoutée-là que la diaspora devait pouvoir ajouter donc dans le secteur agricole. Donc, c'est tout un peu déjà de ce qui avait été déjà dit. Ouais. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Ali. Je pense que les orienter aussi dans les autres secteurs qui ne sont pas encore exploités, plutôt que de mettre encore des fonds dans les mêmes spéculations qui sont développées au pays, pourrait être aussi une autre opportunité pour nos expatriés qui sont au niveau de la diaspora. Donc, merci beaucoup, Monsieur Ali. Je rappelle que nous sommes en train de discuter. Je voulais ajouter quelque chose, si c'est possible, à la suite de Monsieur Ali. Je suis d'avis aussi avec ce que Monsieur Ali dit, parce que nous, de plus en plus, nous menons des campagnes de sensibilisation sur les thématiques de l'économie circulaire. Et c'est beaucoup plus les gens de la diaspora qui sont sensibles à cette thématique, qui apportent des revenus additionnels aux paysans ou au monde rural. Parce que dans l'économie circulaire, nous essayons de valoriser tout ce qui est déchets agricoles ou de donner une plus-value à tout ce qui est possibilité de donner encore de l'argent aux paysans ou de l'argent au monde rural ou d'intéresser, pourquoi pas, la jeunesse. Et comme l'a dit M. Ali, quand on discute de cette thématique, les nationaux ne comprennent pas trop ce que c'est. C'est beaucoup plus des personnes de l'Europe, des personnes qui vivent hors du pays, dans des pays développés où ces thématiques-là sont beaucoup plus connues par la diaspora, qui interviennent, qui financent, mais sous forme participative avec une possibilité d'intérêt, pas des fonds participatifs sans intérêt. Et cela permet d'avoir des contrats win-win à l'endroit des participants et à l'endroit également des communautés rurales. Merci beaucoup, Madame Edwige, pour cet éclaircissement. Effectivement, quand on parle beaucoup de fonds verts, de changement climatique, de toute cette thématique-là, il y a encore une information ou bien une sensibilisation à faire au niveau local pour que les nationaux s'imprègnent effectivement du défi, de la thématique, et pouvoir bénéficier des différentes opportunités qui sont dans ce secteur-là. Donc, je rappelle que nous sommes en train de discuter du financement dans le secteur agricole, défis et opportunités. Et nous avons vu
avec Madame Edwige et Monsieur Luc les différentes opportunités qui existent et qu'est-ce qui empêche réellement les entrepreneurs africains d'avoir accès à ce fonds-là. Et nous avons vu avec Monsieur Ali et Madame Marie-Hélène qu'il y a réellement un défi de structuration au niveau de ces entrepreneurs-là, parce que sans la structuration, il n'y a pas de traçabilité, et sans la traçabilité, Madame Edwige l'a très bien rappelé, les fonds ce n'est pas aussi facile d'avoir accès aux fonds, il faut une certaine traçabilité, et il faut prouver au fond qu'il y a une véritable opportunité à se faire, comme elle l'a dit, là où il y a l'argent, les banques et les fonds s'y intéressent toujours. Donc, merci beaucoup à vous, très chers experts, de vous être prêtés à cet exercice-là et d'avoir partagé avec nous, selon votre expérience, tout ce que vous rencontrez comme défi et toutes les opportunités que vous avez pu apporter, des éclaircissements qui permettent aujourd'hui à tous ceux qui nous ont suivis et à tous ceux qui suivront qui suivront ce live plus tard, de comprendre réellement comment est-ce qu'ils peuvent avoir accès aux différentes opportunités de fonds qui existent. Alors, on va finir un dernier tour de table par vos recommandations. Là, je commence par M. Luc. Une dernière recommandation pour tous les entrepreneurs qui peuvent suivre, qui peuvent bénéficier aujourd'hui de votre fonds, par exemple. Quelle est la recommandation que vous pourrez leur donner pour pouvoir bénéficier de cette opportunité? Je pense que vous avez fait un très bon résumé sur la nécessité de structurer les projets et de chercher à parler le même langage et de se comprendre. Ça, c'est vraiment ce qui est important. Parce que ça fait longtemps maintenant, ça fait des décennies qu'on parle du développement agricole en Afrique, dans différentes conférences, dans plein d'environnements, de lieux, mais il y a peu d'action qui est concrète et peu de transformation. Et je pense que ce manque d'investissement est un réel problème. Il est lié à des perceptions qui sont peut-être pertinentes, la perception de risque important, de rentabilité relativement faible, de temps long avant d'avoir un retour. Mais pour autant, je pense qu'il est vraiment important de dépasser ces discours et puis de passer à l'action. Les besoins sont là, l'urgence est là. Et c'est vrai que d'un côté, on a cette idée que l'investissement impact avec des retours similaires au secteur traditionnel est possible, mais je pense que ça, c'est une illusion. De l'autre côté, on a eu l'aide au développement qui montre aussi ses limites. Et je pense que ce dont on a parlé aujourd'hui sur comment dynamiser l'industrie agroalimentaire, comment réellement créer un impact, comment aider à développer une industrie qui crée de l'emploi, qui le fait de manière saine et qui le fait de manière durable. Ça, on a maintenant quand même une bonne compréhension et il faut investir. Il faut investir avec une notion de risque peut-être plus élevée, avec une vision un horizon de temps plus grand. Et je pense qu'il y a, il faut commencer à faire plus. Et je pense que les différentes choses qu'on a pu dire aujourd'hui sont extrêmement pertinentes dans ce sens-là. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Luc. Madame Marie-Hélène, quelle est aujourd'hui la recommandation que vous pourriez faire à tous les entrepreneurs africains qui nous suivent et qui ont des défis d'accès aux opportunités de financement? Alors, de pas désespérer, le monde a de plus en plus besoin, se rend compte de plus en plus besoin de l'importance de l'agriculture et de l'importance des agriculteurs dans l'agriculture. Je crois qu'on est revenu maintenant d'une agriculture qui est complètement mécanisée. Ça peut pas fonctionner. Donc, ce mouvement vers l'agroécologie qui place l'agriculteur au centre de l'agriculture est très important. Et comme il a été dit dans cette discussion, une fois que ça va fonctionner, les banques vont se tourner vers nous. Donc le secteur banquier va suivre. En attendant, je pense qu'il faut, pour les entrepreneurs, essayer toujours de parler de leurs projets, de leur vision, que ça soit des gens de la diaspora qui peuvent passer le message plus loin, et de faire aussi, même si c'est difficile, une veille, parce que il y a des choses qui commencent à se passer petit à petit.
pays. Et donc, voilà, c'est un peu ça que je dirais aux entrepreneurs et aux investisseurs qui veulent investir en Afrique dans l'agroalimentaire. Effectivement, d'être patient. Ce n'est pas posséder des terres qui fait la richesse, c'est les personnes qui cultivent ces terres qui vont faire qui vont vraiment faire fructifier ces terres, et il faut construire avec elles sur la durée. Merci beaucoup, Madame Marie-Hélène. Merci beaucoup pour cette pertinente intervention. Monsieur Ali, est-ce que vous pourriez ajouter une recommandation pour les entrepreneurs que nous sommes, que vous êtes, sur cette thématique d'accès au financement? Une recommandation? Alors, déjà, merci encore à SUA pour cette session-là. Pour nous, c'est de dire, c'est vrai, les investisseurs, les institutions financières sont ce qu'elles sont. Elles ne vont pas prendre de risques, elles ont leurs critères, mais c'est aux entrepreneurs que nous sommes de travailler donc à être éligibles. Et pour cela, il y a un travail en termes de compétences à développer, en termes de structuration, avoir tout un ensemble donc d'éléments qui puissent donc amener les institutions financières à donc financer les différents projets. Parce que ces institutions financières sont conscientes en fait de l'importance de l'agriculture. J'ai participé à pas mal de forums où il y avait des institutions financières, et même certaines institutions reçoivent des fonds pour accompagner le monde agricole, mais à la fin, sur les périodes définies, à la fin de la période, bon, le quota n'est pas atteint, elles ont plutôt préféré financer des projets commerciaux. Là, il y a un problème. Il faut vraiment que les entrepreneurs travaillent donc à répondre à ces besoins. C'est vrai que c'est difficile, par exemple, même quand on parle de se formaliser, pour beaucoup, c'est pas à faire au fait. Donc, il faut les amener il faut accepter donc que ce sont des étapes à passer donc pour pouvoir arriver plus haut. Et aux investisseurs, c'est comme Madame l'a dit, c'est d'avoir confiance aux agriculteurs. C'est vrai que c'est pas d'aussitôt, mais ensemble en tout cas, nous pourrons y arriver et donc relever donc le défi de l'accès au financement pour les agriculteurs. Merci. Ensemble, nous pourrions y arriver. Merci beaucoup, Monsieur Ali. Madame Advish, quel est le dernier conseil? Quelle est la recommandation phare que vous pouvez laisser à tous les entrepreneurs qui sont en train de suivre ce panel? Alors pour moi, c'est d'abord de créer les dispositions pour avoir l'accès à l'information. La première chose, c'est vraiment fondamental. Deuxième élément, c'est de pouvoir former les personnes qui ont besoin de ces financements afin de pouvoir répondre efficacement aux exigences des fonds. Le troisième élément, c'est de pouvoir sensibiliser aussi bien les politiques, les institutions financières, que la diaspora, n'importe quelle personne qui peut intervenir pour créer une communauté participative afin de répondre aux défis de façon durable. Quand on dit de façon durable, nous connaissons l'Afrique. C'est en Afrique qu'il y a tous les microfinances. N'importe quelle microfinance, vous les trouvez en Afrique, mais les problèmes ne sont jamais résolus. Au contraire, ça empire la situation. Répondre aux défis de façon durable, c'est de mettre la justice sociale, le commerce équitable et le respect du bien-être des personnes. Sinon, nous allons nous retrouver dans ce cercle pernicieux qui appauvrit, qui alourdit et qui exclut les plus pauvres du système financier. Merci. Merci beaucoup, très chers acteurs, d'avoir pris de votre temps, d'avoir accepté notre invitation et de partager avec nous vos expériences, vos différentes recommandations qui
sans aucun doute, permettront aujourd'hui à tous ceux qui nous ont suivis de comprendre leurs limites qui les empêchent d'avoir accès aux différentes opportunités d'investissement qui existent et de se réadapter pour pouvoir les saisir. Comme l'a dit Madame Marie-Hélène, il y a vraiment un défi en termes intellectuels et thèmes de structuration aussi, comme l'a rappelé Madame Edwige et Monsieur Luc, qui aujourd'hui sont des défis à relever, mais je pense qu'il faut toujours commencer quelque part et dès qu'ils auront l'information, c'est ça le plus important, de commencer. Et petit à petit, comme l'a si bien rappelé Madame Marie-Hélène, c'est depuis 2022 que les discussions ont commencé avec AlphaSeed. Et après, ça a continué. Aujourd'hui, ça a porté des fruits. Donc, c'est un processus continu. C'est vraiment très important aussi de rappeler que c'est un parcours de combattant, de ne pas baisser les bras et de toujours continuer par avancer. Merci beaucoup, très chers experts, et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner. L'Instant Chef. Bonjour, je m'appelle Josie Kayser. Aujourd'hui, je vais vous présenter un plat qui vient de mes origines camerounaises. Donc, un poulet braisé au poivre de Penja avec son riz à la créole, sa tagine de légumes bio de la région et sa sauce arachide. À ma sauce. Là, on a le poulet qui est suisse. Qui va être mariné avec le poivre de Penja. Là, on a le riz bio qui va être cuit à la créole avec des épices. Ici, on a les arachides. Ici, on a les légumes, les petits légumes colorés. Alors, j'ai sélectionné vraiment des légumes qui emmènent des vitamines, quelques légumes de saison. Ici, on a un mélange d'épices qui vient du Cameroun. Donc, dedans, il y a du gingembre, du curcuma, de l'ail, du poivre de Penja. Ça va donner vraiment cette particularité à cette sauce parce que cette sauce, elle se mange dans pratiquement toute l'Afrique. Mais dans chaque pays, il y a des épices qui vont venir faire la différence, en fait. Voilà. Alors, on va bichonner ce poulet pour qu'il accueille bien les nutriments. La marinade. On va le mettre. Voilà. Juste, je laisse quelques minutes juste pour que la marinade soit bien absorbée par le poulet, puis je le lance dans d'ici 10 minutes. On lave, c'est comme les œufs, le riz, les aliments qui ont été touchés par des gens. À un moment donné, on lave pour enlever l'énergie des personnes avant de cuire. C'est un peu, voilà, souvent dans notre culture de laver le riz pour enlever les premières mauvaises énergies et garder que les bonnes énergies. Non, je rigole. Voilà. Là maintenant, on va assaisonner notre riz. Ce que j'aime bien lui mettre, c'est un peu de curcuma pour lui donner ce côté jaune soleil. Le curcuma du Cameroun qui est cultivé dans nos plantations familiales.
Le riz est prêt. La recette que j'ai choisie aujourd'hui, donc le poulet mariné au poivre de Penja, c'est une recette qui m'a été transmise par Marie Poulet, que j'ai rencontrée à Penja. Je lui ai parlé de l'histoire que j'avais avec le poivre ici en Suisse, puis elle a décidé de me montrer sa recette secrète. Et quand elle m'a montré cette recette, pour elle, c'était vraiment une transmission de mère à fille, puisque voilà, pour elle, j'étais comme une fille. Là, on va piler l'ail. Moi, je vis en Suisse depuis 20 ans. Ce qui est difficile des fois pour nous qui sont immigrés, c'est de se sentir déracinés. Alors, il y a certains actes comme ça qui nous ramènent aux racines, qui nous ramènent à la terre et qui vont un peu réveiller certains messages dans nos gènes. Je ne sais pas comment dire ça. Il y a quelque chose qui se passe qui est très fort parce que tu tapes et c'est comme si tes parents, tes grands-parents l'ont fait avant toi et ça va te reconnecter un peu à tes racines et à tes ancêtres. C'est parti. Voilà. Pour avoir un maximum de couleur dans notre tagine de légumes. Puis là, on va finir avec le poivre. Ce plat met à l'honneur le poivre de Penja. C'est un poivre qui raconte un petit peu mon histoire, une partie de mon histoire, parce que quand j'avais 10 ans, j'allais aider mes grands-parents dans les champs de cacao à l'époque. Et puis après, ces champs sont devenus des champs de poivre. Aujourd'hui, je suis hyper heureuse d'avoir vécu ça comme ça, parce que ça me ramène toujours, quoi que je puisse vivre dans ma vie, ça me ramène toujours à cette énergie de la terre. Voilà. Je fais comme une sorte de bouillon en fait avec mes légumes et mes épices. Et à la fin, je viendrai rajouter la cacahuète. Alors, je vais mixer ma cacahuète dans le blender donc, pour pouvoir vraiment avoir une pâte un peu granuleuse comme ça pour la sauce. Alors, c'est parti! Voilà, donc ça va donner maintenant une sauce qui est assez épaisse parce que là on sent qu'il y a vraiment beaucoup de cacahuètes quoi. Notre riz à la créole au curcuma et au poivre de Penja. Voilà. Alors voilà, notre plat est prêt. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à Tchèchois. Bon appétit en Bayangam. Bonjour, venez découvrir avec moi des aliments du futur à Lausanne, à l'occasion du Salon de l'entrepreneuriat du 11 au 16 novembre. J'y serai et réservez vos places pour les dîners signatures. À très vite. À vos marques, prêts, pitchez. Bonjour à tous. Balangana Nem Nefa. Une anecdote que nous avons empruntée dans notre langue locale qui traduit tout simplement l'importance de la présence avant toute action. Je m'appelle Magat Silla
Je suis le président et cofondateur de Cutis SAS avec une équipe fortement variée, allant de la technique jusqu'au management. Nous avons également notre directeur général, Bassirou Sarr, qui a fait 25 ans dans une multinationale. Naturellement, nous sommes partis d'un constat très simple. 30 heures en moyenne sont perdues aujourd'hui pour faire l'appel en classe. L'éducation, qui est un droit fondamental, et pourtant, des millions d'adultes et d'enfants sont toujours confrontés à cette problématique. Et tout cela, voyez-vous, convenez avec moi que ça engendre le taux de déperdition scolaire. Par exemple, si on prend le cas du Sénégal, 65% au niveau du primaire est noté par rapport à cette déperdition scolaire, 42% au niveau du secondaire et 30% au niveau du supérieur. C'est pour cela que nous avons pensé plateforme, qui est une posture de leadership de changement. En réunissant, bien entendu, 3 principaux acteurs. L'acteur principal qui est l'élève qui a besoin d'être encadré dans un établissement scolaire et la famille, justement, qui voulait pouvoir les notifications. Cutis est une plateforme de pointage biométrique en SaaS, Software as a Service, intelligent, biométrique scolaire avec un système de notification parentale en temps réel. Comment ça marche? Aujourd'hui, à l'entrée de l'école, l'élève se pointe, met le doigt sur le dispositif de la plateforme Cutis et une notification est envoyée en temps réel, bien entendu, aux parents ou bien aux tuteurs. À la fin de la journée également, nous avons cette notification qui est envoyée pour informer aux tuteurs ou bien aux parents que son enfant vient de quitter l'école. À la fin de la journée, nous avons un algorithme qui balaye toute la base, justement pour identifier l'ensemble des enfants qui sont absents et de pouvoir notifier naturellement leurs parents. Ceci dit, tout simplement aujourd'hui, que les algorithmes du système de notification parentale en temps réel sont basés sur le principe du processus de fonctionnement de la vie scolaire. Ce qui veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, cette plateforme qui réunit l'enfant, l'établissement et bien entendu le parent renforce non seulement le lien de confiance, mais aussi pour vous dire que notre innovation a eu la chance d'être brevetée dans 17 pays. Un système de notification basé sur l'IA, comme nous l'avons dit tantôt, et nous allons voir ensemble comment ça marche avec une live démo. Voilà, la sonnerie a sonné. Là, vous avez l'élève qui pose son doigt. Il s'agit de Aminata Fall Silla. Et vous allez voir lorsque le parent va recevoir à la même heure, en temps réel, avec la date. Vous allez voir également la possibilité d'envoyer, de suivre avec une carte RFID. Et le parent va recevoir une notification en temps réel. Là, nous avons choisi un élève pour pouvoir notifier son parent par rapport à une convocation à la date du 19. Il reste 1 minute. Voilà, et justement, la notification est envoyée. Non seulement nous renforçons le lien de confiance, mais aussi nous boostons la performance de l'enfant à l'école avec un business B2B comme vous avez vu, mais ça, également B2B sur un engagement de 3 années scolaires sur une taille de marché à grande échelle, d'où l'industrie de la EdTech. Voici un peu notre milestones et qui vous montre un peu nos évolutions avec les perspectives de croissance jusqu'à plus de 40 millions d'euros. Voilà certains témoignages que nous avons recrutés dans nos déploiements. Par rapport aux concurrents aussi, nous avons justement une détermination importante qui sont la fiabilité des données, mais aussi le brevet dans 17 pays. Nous remercions nos partenaires justement qui nous ont honorés. Et sans plus tarder, voici notre équipe qui est en train de révolutionner l'industrie de la EdTech. Très bien, c'est terminé. Merci beaucoup. Merci.
Ouais. Alors, merci pour votre présentation. On va essayer de faire vite au niveau du Q&A. Je vais, donc Q&A, donc nous posons des questions. Je vais m'en occuper, mais j'ai rassemblé les questions avec Lionel. On a 5 minutes. Et quand on a fini ça, on fera un feedback pour vous de manière générale, si ça vous va comme ça. Donc, je mets le chrono et on y va pour la partie Q&A et puis vous répondez, comme vous avez dit, selon votre organisation. Donc, première question, le lien, s'il vous plaît, entre la déperdition scolaire et la solution que vous proposez. Ce n'était pas clair pour nous comment la solution va améliorer, tacler le problème de déperdition scolaire, concrètement. Excellent. Merci beaucoup, Igna, pour cette question. Je vais commencer à répondre, ensuite Bassirou va compléter au besoin. Donc, par contre, répondre, c'est assez bref et rapide, puisque le temps passe assez vite. Voilà. Pour ça, excellent. Alors, sur le slide, nous avons montré aujourd'hui déjà, a priori, le nombre d'heures qui est perdu par année pour faire l'appel en classe. C'est 30 heures. Donc, c'est énorme. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la présence, elle est importante pour que l'élève puisse être sur ses cours normalement. Si on n'est pas présent, ou bien il n'y a pas un suivi entre l'enfant, le parent et l'école, c'est a posteriori que le parent est informé que son enfant n'a pas été à l'école 4 mois après ou bien 3 mois après, par exemple. Ok, très bien. Ça marche. Question suivante, qui paie la solution? C'est-à-dire à qui s'adresse véritablement la solution? Excellente question. La solution s'adresse aux établissements scolaires. Même si, voilà. Donc, c'est l'établissement scolaire qui va payer pour l'ensemble de ses élèves. Exactement. D'accord. Basé sur une formule de X euros par élève. Voilà, c'est sous forme de licence, 2 euros par élève, et avec un contrat de 3 ans. D'accord. Donc, c'est ce que vous avez appelé du B2B, c'est pour vous, d'accord, parce que vous adressez aux écoles. Ok, très bien. Qui maintient le système? Parce que finalement, j'ai compris que c'était un système de biométrie. Enfin, on a compris. Si la machine ne marche pas, enfin, qui maintient le système en fait? Parce que subtilement, c'est un peu de l'IoT. Il y a des datas qui remontent pour qu'après ça envoie le SMS, etc. Donc, il y a quand même une architecture, que ce soit software et hardware. Mais dans les écoles, vous allez être éparpillé dans 300 écoles, par exemple. Mais qui maintient le système si ça ne fonctionne pas? Est-ce que vous avez prévu ça? C'est ça. Là, vous parlez du support, effectivement. Nous avons un système de monitoring, c'est-à-dire d'alerte. C'est vrai qu'un service SLA, Service Level Agreement de 100%, ça n'existe pas. Mais nous, on essaie d'être à 99% et que notre système de monitoring pourra identifier en temps réel quels sont les sites qui sont down ou bien quels sont les sites qui sont on. Voyez-vous? Parce qu'effectivement, voilà, nos plateformes fonctionnent avec l'Internet. Voilà. D'accord. Perspective de croissance, ce n'était pas très clair pour nous, notamment au niveau de la concurrence. Finalement, est-ce qu'il y a des solutions similaires qui existent? Comment vous vous différenciez, si c'était le cas, ou est-ce que vous êtes seul sur ce marché? Comment vous voyez les choses? Excellent. La concurrence existe bel et bien. C'est comme si on avait soif et on avait besoin de choisir entre l'eau et le Coca-Cola, par exemple. Ce qui veut dire que tout simplement, aujourd'hui, notre différence sur le marché, c'est que nous nous positionnons au début de la chaîne de valeur dans l'EdTech, l'éducation, c'est-à-dire la présence avant toute action. Les autres solutions qui existent, c'est peut-être collecter les informations qui peuvent être biaisées parce que il faut que le professeur fasse l'appel en classe pour que l'information soit envoyée aux surveillants, ensuite traitée, informer le parent. Alors que nous nous positionnons sur la première chaîne de valeur. Dès que l'enfant est présent, l'information est remontée dans la plateforme en temps réel, c'est-à-dire dans la seconde. Et nous n'avons pas de marge d'erreur parce que c'est des données réelles qui ne seront pas biaisées parce qu'on ne peut pas prêter son empreinte. Voilà.
Ouais, je comprends. J'ai cru comprendre, merci, j'ai cru comprendre que vous disiez que c'était basé sur l'AI, enfin l'intelligence artificielle. J'ai mal compris ou c'est bien ça? C'est exactement cela, c'est la réponse qui suit. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons sur la configuration de notre plateforme, nous avons des algorithmes, vous voyez un peu, qui sont basés sur le principe du fonctionnement de la vie scolaire. J'ai donné l'exemple, par exemple, de l'algorithme qui balaye en fin de journée toute la base de données pour regarder aujourd'hui les élèves qui étaient absents pendant la journée et envoyer automatiquement à une heure désignée, bien entendu, pour la configuration de l'école, l'ensemble des parents, d'accord, dont leurs élèves dont leurs enfants sont absents, mais également, au bout de 3 absences par mois, le parent, il est notifié pour dire, écoute, ton enfant s'est absenté plus de 3 fois. Ça marche. Ok, très bien, merci. Le temps est expiré. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Posez vos questions en commentaire. Les intervenants y répondront vendredi et samedi à Beaulieu. À demain. Car sa parole, elle s'accomplira.